On part du principe où vous portez des lunettes, c'est que vous voyez. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là et après, pendant des années, je n'ai plus pleuré. J'avais peur de tout. On a peur de tout. Ça a diminué d'un seul coup. Je subissais des moqueries de la part des autres, comme quoi peut-être je faisais semblant de mal voir pour qu'on s'intéresse à moi ou des choses comme ça. Nous sommes considérés comme malvoyants à partir de 3/10 d'acuité corrigée ou parce qu'il y a les deux critères qui peuvent être pris en compte, d'un champ visuel de 20 degrés. Ce qui n'est pas un champ, on a un champ visuel qui est pratiquement de 180 degrés. Donc il faut se rendre compte que c'est un champ visuel qui est très réduit. Je suis partie en larmes. Pendant 6 ans, je n'ai pas bougé de chez moi. J'ai été dans un déni très longtemps et je me suis dit, bon, je n'ai pas ça et je vais continuer ma vie comme avant, en essayant de m'adapter avec mes difficultés et mes obstacles. J'ai conduit la nuit alors que parfois je ne voyais absolument pas, j'ai failli avoir des accidents. Il m'est arrivé de me faire peur à voir une personne au dernier moment et à freiner à 2 cm de lui. Lorsqu'une personne apprend son handicap, elle va classiquement passer par plusieurs phases. C'est ce que l'on appelle la courbe d'acceptation. Au début, elle va subir un choc, puis viendra le déni, la peur et la tristesse. C'est la phase négative. Puis, la personne va être dans une phase d'acceptation. Elle va se tourner vers son futur et être positive. Il est important de savoir que la personne ayant un déficit visuel n'est pas seule. On vit dans un monde où 80% des informations passent par l'image. Tout est fait pour les voyants, peu de choses sont faites pour les personnes handicapées visuelles. Des personnes, surtout des personnes malvoyantes, peuvent compenser, mais au prix d'une dépense énergétique énorme. Et ça fatigue, et cette fatigue, cette énergie peut aller jusqu'au point où la personne décide de ne plus sortir et de ne plus rien faire. Le problème principal, c'est que justement ces personnes-là manquent d'informations. Et de toute façon, on n'a pas une culture de la vision. On a un accident de voiture, on se fait rentrer dedans, on va regarder si la personne n'a pas bu de l'alcool, si elle n'a pas fumé de cannabis, si on a mis les bons pneus. Mais qui c'est qui va regarder si on voit clair? Personne. Aujourd'hui, les personnes vont voir un interlocuteur qui est l'ophtalmo. Et ensuite, en général, nous on arrive souvent en deuxième position en tant qu'opticien. Ils ne vont pas venir vers nous pour qu'on trouve des solutions par rapport à leurs problèmes de vue. C'est-à-dire qu'on va souvent rester accroché à la partie médicale. Mais hélas, sur certaines pathologies, il n'y a pas de solution médicamenteuse. Donc en fait, l'idéal, ce serait que dans le parcours, l'ophtalmologiste puisse poser le diagnostic, puis ensuite qu'on aille voir tous les professionnels. Différents professionnels et associations sont présents pour apporter des solutions et rendre de l'autonomie. Après avoir rencontré l'ophtalmologiste qui détecte la pathologie, le patient pourra être mis en relation avec des professionnels tels que l'opticien, l'ergothérapeute et des associations. J'ai la chance d'être très bien entourée. J'ai une famille d'amis extraordinaires qui a beaucoup fait pour que ma vie soit plus confortable. Des gens sont là pour nous aider. Et croyez-moi, la vie, elle vaut quand même la peine d'être vécue. Tout n'est pas perdu chez lui, donc c'est important de lui montrer, de lui prouver que ses capacités, il les a. Rien ne peut l'empêcher d'être complètement autonome dans ses déplacements. Nous sommes tous différents, on accepte les traumatismes ou les étapes de notre vie de manière différente. Sa personnalité aujourd'hui n'est pas différente de celle qu'il avait avant la survenue du trouble visuel. Ça, c'est un élément important à se souvenir. On reste le même, malgré le handicap.